Tape 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur la plateforme École au Sénégal. Et je dirais également merci à École au Sénégal de nous avoir donné encore l'occasion de faire ce que nous aimons, c'est-à-dire servir la cause de l'éducation et servir aux élèves. Comme vous le savez bien, nous sommes dans le cadre de la semaine de révision pour préparer les compositions et l'École au Sénégal a pris le soin de vous offrir ces révisions-là. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de commencer la révision avec les élèves de la classe de 4e en histoire et géographie pour le programme d'histoire et pour le programme de géographie. Alors sur ce, nous allons aborder la première partie du programme qui parle de l'Afrique au XVIe siècle. Maintenant, quand on parle ici de l'Afrique au XVIe siècle, on ne parle pas de la situation politique, géographique, et ainsi de suite de l'Afrique, mais ce qui nous intéresse ici dans cette première partie, dans cette première leçon, ce sont les relations qui existaient entre l'Afrique et les relations qui existaient entre l'Afrique et les différents pays du monde. Ou tout simplement les différents continents. Alors ça veut dire quoi? Cela veut dire que les relations commerciales entre l'Afrique et le reste du monde datent depuis plus l'Antiquité. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, parce que cela vous servira par exemple dans le cadre d'une approche, depuis l'Antiquité, il y a eu des relations commerciales entre l'Afrique et le reste du monde, c'est-à-dire entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et l'Asie, ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle ici, ce qui va nous intéresser le plus, c'est de parler d'abord de l'arrivée des Européens dans le continent africain. C'est-à-dire que quel contexte les Européens se sont arrivés dans le continent africain. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, nous allons voir l'arrivée des Européens dans le continent. L'arrivée des Européens dans le continent. Donc ça va vous permettre de mieux comprendre. C'est une séance de révision, mais à chaque fois, nous allons vous donner les points nécessaires pour comprendre, pour pouvoir suivre le cheminement du cours ou le cheminement de la révision. Alors ici, le contexte de l'arrivée des Européens en Afrique est favorisé par différents facteurs. D'abord, cela est favorisé par des progrès techniques. Les progrès techniques ont favorisé l'arrivée des Européens en Afrique pendant le XVIe siècle. Ces progrès techniques, on peut noter la découverte du gouvernail, du boussole et de la caravelle. Donc, découverte du gouvernail, parmi les progrès techniques. Découverte du gouvernail. Meilleure utilisation de la boussole, car la boussole existait déjà. Meilleure utilisation de la boussole. L'arrivée de la caravelle, c'est la raison pour laquelle plus tard on va parler de la victoire de la caravelle sur les caravanes. C'est-à-dire que pendant cette période, les Européens ont mis en place des moyens techniques qui vont leur permettre de voyager facilement et à travers l'océan Atlantique. Car au début, ça va faire partie des points que nous allons voir d'abord. Au début, pour venir en Afrique, il s'agissait de passer d'abord par l'Afrique du Nord et à travers les caravanes, les populations de l'Afrique du Nord vont rejoindre l'Afrique intérieure. Mais ici, ce qu'il faut noter est que dès le XVe siècle déjà, en 1444, les Portugais arrivent dans les côtes de l'Afrique à travers Denis Diaz. Ça veut dire que l'arrivée des Européens en Afrique a été enclenchée par ce processus de développement économique, mais également par ce processus de développement technique. C'est ce qui fait que les Portugais vont arriver, ils vont être suivis des Espagnols, ensuite les Hollandais, ensuite les Suédois, ensuite les Anglais, et enfin les Français à partir de 1659. Donc vous voyez que quand on parle de l'arrivée des Européens en Afrique, ce n'est pas seulement les Français ou les Anglais, mais pratiquement toutes les grandes puissances de l'époque sont venues en Afrique. Et la cause, c'était dans le but de chercher des matières premières, dans le but de commercialiser avec l'Afrique
ce qui va plus tard déclencher le processus de la traite négrière, mais également de la colonisation. Donc, l'arrivée des Européens en Afrique va également marquer quelque chose. Cela va marquer ce qu'on appelle le déclin du commerce transsaharien. Le déclin du commerce transsaharien. Alors, nous avons dit que les Européens vont arriver en Afrique au XVIe siècle, mais ils sont présents depuis le XVe siècle, parce que 1444, c'est le XVe siècle, où Denis Diaz est venu en Afrique. 1659 pour les Français, ça c'est le XVIIe siècle. Donc, pendant cette période, les Européens, quand ils venaient en Afrique, il y avait déjà des relations commerciales qui existaient entre l'Afrique et l'Asie, ou entre l'Afrique et le reste du monde, entre l'Afrique et l'Europe, à l'intermédiaire des pays arabes ou à l'intermédiaire des pays du Nord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant cette période, les Européens, ils s'arrêtaient seulement au niveau des côtes, mais également ils commercialisaient plus avec les populations de l'Afrique du Nord. Maintenant, à partir du moment où ils commercialisent avec les populations de l'Afrique du Nord, ce sont les populations de l'Afrique du Nord, à travers les caravanes, qui vont venir à l'intérieur de l'Afrique pour commercialiser avec l'Afrique intérieure, avec l'Afrique Nord. Donc, de ce fait, les Européens, ils vont vendre leurs produits aux habitants de l'Afrique du Nord, et les habitants de l'Afrique du Nord vont prendre une partie dont ils ont besoin, et une autre partie, ils vont l'amener en Afrique intérieure et le vendre aux Africains. Ce qui va donner aussi une autre partie de cela qu'on appelle tout simplement la réorientation du commerce. La réorientation du commerce. Donc, par réorientation du commerce, vous pouvez entendre au moins deux éléments. D'abord, il y a réorientation du commerce parce que tout simplement, les chemins vont changer. Changement de chemin, c'est-à-dire changement de piste ou changement de route. Car si les Européens venaient directement, par exemple, si l'Afrique est là, juste comme ça, peut-être le continent européen de l'autre côté, l'Afrique du Nord est ici, les Européens ils échangeaient avec les populations de l'Afrique du Nord. Maintenant, à partir de ces échanges avec les populations de l'Afrique du Nord, les populations de l'Afrique du Nord vont échanger avec les populations de l'Afrique noire ou l'Afrique intérieure. Ici, c'est l'océan Atlantique. Maintenant, à partir du moment où les Européens vont développer des moyens qui vont leur permettre de naviguer sur l'océan Atlantique, ils vont tout simplement contourner l'Afrique du Nord et venir directement sur les côtes de l'Afrique noire et de l'Afrique de l'Ouest en particulier. C'est à partir de ce moment qu'on parle de réorientation du commerce pour deux cas. D'abord pour le changement de piste, mais également sur l'utilisation des produits. Ça veut dire que les habitants de l'Afrique noire, les produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter avec le monde du Nord, c'est-à-dire avec l'Afrique du Nord, ces marchandises-là, ces produits-là, viennent directement maintenant en Afrique du Nord. Donc ils n'ont plus besoin d'avoir intermédiaire avec les Européens. Et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle tout simplement la réorientation du commerce. Et les Européens vont installer leur comptoir le long des côtes africaines. Donc, en résumé, c'est ce qu'il faut comprendre sur cette première leçon qui traite de l'Afrique au XVIe siècle. Maintenant, après l'Afrique au XVIe siècle, vous avez également ce qu'on appelle la leçon 2, l'Asie et le Nouveau Monde. L'Asie et le Nouveau Monde. Alors, par le terme Nouveau Monde, il faut tout simplement comprendre le continent américain. Ça veut dire que quand on parle de l'Asie et le Nouveau Monde, qu'est-ce qui va faire que les Européens, pendant le XVIe siècle, vont non seulement découvrir les côtes de l'Afrique, mais également ils vont se tourner vers l'Asie. Et plus tard, ils se tournent également vers l'Amérique. Je rappelle que les relations entre l'Europe et l'Asie datent également depuis l'Antiquité. C'est la raison pour laquelle ici on va parler d'intensification des relations entre l'Europe et l'Asie. Maintenant, les relations qui sont entre l'Europe et l'Asie se sont intensifiées et ils vont se tourner vers l'Amérique avec la découverte du Nouveau Monde en 1492 par Christophe Colomb. Alors, qu'est-ce qui va justifier cela? Les motifs de cette tournure, ou les motifs de ces voyages vers l'Asie et vers l'Amérique n'est rien d'autre que la recherche de matières premières.
recherche de matière première. Alors, la recherche de matière première va être parmi les causes, va être parmi les facteurs qui vont faire que les Européens vont lancer des expéditions maritimes. Les Européens vont lancer des expéditions maritimes. Maintenant, ces expéditions seront facilitées par ce que nous avions dit tout à l'heure sur l'Afrique au XVIe siècle. Cela veut dire que le développement facilité par les progrès techniques. Donc cela est facilité par les progrès techniques, parce que tout simplement, nous avons parlé tout à l'heure de la découverte du gouvernail, de la meilleure utilisation de la boussole, de l'avènement de la caravelle. Cela veut dire qu'à partir de ce moment, les Européens vont avoir une facilité de navigation. Ils vont pouvoir circuler sur les océans, notamment sur l'océan Atlantique, sans difficulté. Donc, les relations entre l'Asie et l'Europe s'intensifient et ils vont se tourner vers le Nouveau Monde après la découverte de l'Amérique en 1492. Alors, dans cette leçon, il faut également voir la place de l'Asie au XVIe siècle. Donc, l'Asie au XVIe siècle. Qu'est-ce qui caractérise le continent asiatique au XVIe siècle? Ou qu'est-ce qui caractérise les relations commerciales ou les relations tout simplement entre l'Asie et l'Europe au XVIe siècle? Je rappelle qu'il y avait déjà les relations commerciales entre l'Asie et l'Europe, ces relations-là qui vont être intensifiées. Mais l'objectif ultime, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était à la recherche de la matière première, les Européens vont chercher tout simplement à maîtriser les voies qui mènent vers la Chine et vers l'Inde. Mais ils ne vont pas les maîtriser seulement, ce n'est pas pour rien que les Européens vont se tourner vers la Chine et vers l'Inde. C'était tout simplement pour le contrôle du commerce, de la soie, mais également des épices. C'est la raison pour laquelle souvent vous entendez qu'on parle de route de la soie ou de la route des épices ou tout simplement de la route des Andes. Pendant cette période, l'Europe en plein essor industriel avait besoin de matières premières pour ravitailler son industrie et que la matière première ne pouvait être trouvée en grande quantité et en grande partie que dans le continent asiatique ou dans le continent africain. C'est la raison pour laquelle ils se sont tournés d'abord vers l'Afrique, ensuite ils vont se tourner vers le continent asiatique. Donc, les Européens vont être présents dans cette zone pour l'exploitation de la soie, mais également pour l'exploitation des ressources. Donc, partout, les Européens vont être présents pratiquement en Asie. On peut donner l'exemple de la présence espagnole dans l'archipel des Philippines au nord de leur roi Philippe II. Donc en Asie, les Espagnols vont s'installer comme ils l'ont fait en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est les Portugais qui sont arrivés en premier. Donc les Portugais, les Hollandais, les Espagnols, les Suédois, ainsi de suite, jusqu'aux Anglais et Français. De la même manière, ils vont également essayer de trouver des zones d'influence, mais également des zones d'intervention, des zones de domination, des zones d'exploitation dans le continent asiatique. Donc après le développement du commerce, ils vont créer des compagnies. Donc à cause du développement du commerce dans cette zone, les Européens vont mettre en place ce qu'on appelle des compagnies. On peut donner l'exemple de la Compagnie des Indes orientales. Les compagnies, c'était tout simplement des sortes d'entreprises, de structures comme aujourd'hui dans le domaine de la navigation, qui sont chargées d'assurer non seulement le transport de personnes, le transport des marchandises ou de la matière première qui sont exploitées, mais que la puissance présente et qui contrôle cette voie-là va bénéficier de cette exploitation. C'est la raison pour laquelle les compagnies ont été créées. Mais ce qui va dominer plus dans cette zone, c'est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman va avoir une forte influence dans cette zone au XVIe siècle. Donc, après l'Asie au XVIe siècle, nous allons nous intéresser sur l'Amérique au XVIe siècle après la découverte. L'Amérique au XVIe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe en Amérique au XVIe siècle? Déjà, en 1492, c'est la découverte de l'Amérique. Alors, quand on parle de découverte, j'ai l'habitude de préciser que quand on parle de découverte, ce n'est pas parce qu'en Amérique, il n'y avait personne, ou personne ne vivait en Amérique. Bien sûr qu'il y avait vie en Amérique,
il y avait également ce qu'on appelle une population autochtone en Amérique. Mais c'est le fait de découvrir, car les Européens, jusqu'en 1492, jusqu'à la découverte de l'Afrique, les Européens ne connaissaient pas encore l'Europe. Donc, ils sont présents en Afrique en 1444, à partir de 1444, et l'Amérique est découverte en 1492. Donc, les Européens ont connu l'Afrique en première que l'Amérique. Et c'est lors de ces voyages d'expédition que Christophe Colomb s'est tombé sur l'île d'Amérique. Il a découvert l'Amérique. Donc, en 1492, les Européens ont découvert l'Amérique. C'est là où maintenant, ils vont manifester des intérêts pour ce nouveau monde-là. Ce qui fait que, après la découverte en 1492, les Européens vont essayer de chercher des zones d'influence, des zones où ils vont s'installer en Amérique. Ils vont trouver une population autochtone. Cette population autochtone en Amérique, on les appelait tout simplement les Amérindiens. Par le terme amérindien, certains ils disent que c'est une population d'origine asiatique et plus particulièrement une population d'origine indienne. Et ils sont les Incas, les Aztèques et ce que vous connaissez de plus, les Mayas. Ces populations-là sont les populations autochtones de l'Amérique, ce sont les populations que les Européens ont trouvées en Amérique. Donc, les Européens vont trouver ces populations, ils vont commencer à travailler avec ces populations-là, mais ils vont essayer de les dominer, ils vont essayer de les exploiter dans les camps de plantation, à canne à sucre, dans les plantations agricoles, mais également dans l'exploitation minière ou tout simplement dans l'exploitation des carrières. Ce qui fait qu'ils vont s'installer et dans leur installation, les Portugais vont avoir des points de chute, les Espagnols vont également avoir des points de chute, les Français vont faire la même chose, et ainsi de suite. Donc, après les Portugais, c'est-à-dire découvert le Brésil en 1500 à travers Pedro Alvarez Cabral, ils vont exploiter le bois, la canne à sucre, donc exploitation du bois, exploitation de canne à sucre, parce que là où les Européens sont présents pendant le XVIe siècle, ils ne sont pas présents simplement comme colonies de peuplement, qu'on va voir plus tard. Mais ici, ce sont des colonies d'exploitation de matières premières. C'est-à-dire l'exploitation des cannes à sucre, l'exploitation également du bois. Et les Français vont être présents au Canada, ils vont créer ou fonder le Québec. Les Anglais vont s'intéresser des États-Unis, qu'on parle d'aujourd'hui, dans l'Amérique du Nord plus particulièrement. Donc voilà ce qu'il faut comprendre dans cette partie qu'on parle, l'Asie et le Nouveau Monde. Donc l'Asie au VIe siècle, le Nouveau Monde au XVIe siècle. Et comme quatrième leçon qu'on va voir après, puisque maintenant la plupart d'entre vous sont au niveau des leçons entre leçon 4 et leçon 5, donc nous allons parler de la traite négrière, naissance, mécanisme et évolution. Alors, donc on va voir la traite négrière, naissance, mécanisme et évolution. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, chers élèves, est que il faut comprendre dans quelles circonstances la traite négrière est née, après avoir compris comment les Européens sont faits pour arriver en Afrique au XVIe siècle ou depuis le XVe siècle à partir de 1444 avec les Portugais d'Élis Gage. Ensuite, comprendre quels sont les mécanismes de la traite négrière et comment cette traite a évolué en Afrique. Et le circuit, bien entendu, de la traite négrière. Alors, en premier lieu, l'activité, c'est-à-dire quand on parle de l'activité, c'est la traite négrière, ou la traite des esclaves tout simplement. La traite des esclaves existait depuis très longtemps en Afrique. Mais le fait qu'on en parle aujourd'hui est lié tout simplement à l'arrivée des Européens. Donc, ce sont les Européens qui vont donner plus d'ampleur à la traite. Car ils vont utiliser des moyens pour que la traite puisse avoir l'ampleur qu'ils n'avaient pas auparavant. Car au début, il y avait certes la traite des esclaves, mais l'ampleur n'était pas ici. À travers cette ampleur que la traite négrière a eue,
à cause de la participation des Européens, il y a eu des mécanismes, mais aussi, ce qui va impacter le plus, c'est la durée de la traite négrière, ou tout simplement, commerce des esclaves ou traite atlantique. La traite négrière, c'est depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Alors imaginez le XVIe siècle, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. Pratiquement environ ou à peine 3 ou 4 siècles d'esclavage. Ce qui fait que dans ces 3 ou 4 siècles d'esclavage, le nombre d'esclaves qui a été déporté ou l'exploitation que l'Afrique a subie est vraiment une exploitation que nous allons essayer de vous expliquer tout à l'heure. Donc à partir de là, comprenez parmi les facteurs qui ont fait que les Européens sont arrivés en Afrique et que la traite existait et que l'ampleur est liée à l'arrivée des Européens. Donc on s'intéresse en première partie à ce qu'on appelle l'origine de la traite. Quand on parle de l'origine de la traite, ce n'est pas la traite qui existait en Afrique bien avant l'arrivée des Européens, mais l'origine de la traite européenne ou l'origine de la traite des esclaves. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esclavage existait depuis toujours en Afrique. Maintenant ici d'abord, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est essayer de définir un esclave. Alors, qui était esclave auparavant? L'esclave était un produit de guerre, un enfant abandonné, capturé bien sûr, ou descendant d'esclaves. Alors, il était considéré comme étant esclave tout produit de guerre, c'est-à-dire les captifs de guerre, les enfants abandonnés et qui sont capturés, et que également les descendants d'esclaves dans la cour d'un patron ou dans la cour d'un chef. Mais à partir de ce moment, l'activité n'était pas très dure, n'était pas très dense, n'avait pas d'ampleur, parce que tout simplement, c'était une pratique normale, entre guillemets. Car ici, les esclaves étaient affectés à des tâches domestiques. Ça veut dire que l'esclave travaillait dans la cour de quelqu'un et jouissait d'un certain nombre de libertés. Il se chargeait tout simplement des travaux ménagers, des travaux de la maison, ainsi de suite, s'occuper des enfants, etc. Et l'esclave pouvait même bénéficier d'un affranchissement. C'est-à-dire que l'esclave pouvait être affranchi, ou l'esclave pouvait même être intégré dans la famille de son maître. Donc vous voyez que pendant cette période, l'esclavage n'était pas très compliqué et l'esclave ne subissait pas vraiment une exploitation, on peut dire. Mais à partir du XVIe siècle, avec l'arrivée des Européens, cela va avoir de l'ampleur, cela va avoir une autre tournure. Donc, il faut signaler aussi qu'il y avait pendant cette période ce qu'on appelle la traite arabe. Cela veut dire que le commerce des esclaves existait entre les Arabes et l'Afrique intérieure. Entre les Arabes et l'Afrique intérieure. Maintenant, pourquoi les Européens se sont tournés vers les Noirs? Ou tout simplement vers l'Afrique. Rappelez-vous que tout à l'heure, on a parlé de la découverte du Nouveau Monde, l'Amérique. Qu'on a parlé tout à l'heure que c'était à la recherche de la matière première que les Européens se sont tournés vers l'Afrique et ont essayé d'avoir des points de chute, ont essayé d'avoir des zones d'influence en Amérique. Ainsi qu'en 1500, Pedro Álvares Cabral va découvrir le Brésil pour le compte des Portugais. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors à partir de ce moment, les Européens commençaient déjà à travailler avec la main-d'œuvre locale, ce qu'on appelle la population autochtone, les Amérindiens, Aztèques, Mayas ou Incas. Mais à un moment donné, à cause des travaux pénibles, à cause des maladies, à cause du climat, à cause des morts, les Amérindiens ne pouvaient plus tenir. Et certainement, peut-être que lorsque les Européens sont présents en Afrique entre le 15e et le 16e siècle, ils ont dû capturer des esclaves et amener avec eux, soit en Europe ou en Amérique.
Maintenant, ils ont vu que par rapport au climat qui sévit dans le continent américain, par rapport aux travaux que nous faisions en Afrique et que ce sont les mêmes travaux pratiquement qu'on fait en Amérique, donc la population africaine pouvait remplacer la population amérindienne afin de continuer l'exploitation des plantations de canne à sucre, ou l'exploitation des plantations de café, de cacao, etc. ou tout simplement l'exploitation minière ou l'exploitation des carrières. C'est ainsi que les Européens se sont tournés vers la main-d'œuvre africaine. Vers la main-d'œuvre africaine. Pour remplacer la main-d'œuvre amérindienne. C'est ainsi qu'on peut dire véritablement que la traite négrière, plus connue sous le nom de la traite atlantique ou traite transatlantique, est née en Afrique, qui est un peu différent de la traite qui existait bien avant l'arrivée des Européens et qui n'avait pas d'ampleur. Mais l'ampleur de la traite, c'est à partir du XVIe siècle avec l'arrivée des Européens, en voulant remplacer la main-d'œuvre amérindienne avec la main-d'œuvre noire, car robuste et pouvait supporter les travaux pénibles, mais également s'adapter très rapidement au climat du Nouveau Monde, c'est-à-dire au climat de l'Amérique. Ensuite, on va essayer de voir quels sont les mécanismes de la traite. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la traite doit avoir de l'ampleur avec les Européens, s'appuyer sur des mécanismes, mais également par la durée de la traite. Nous avons dit que la traite, c'est du 16e au 19e siècle, la durée. Maintenant, les mécanismes de la traite, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle tout simplement le commerce triangulaire. Le mécanisme n'est rien d'autre que le commerce triangulaire. Par exemple, comme ça, on parle de commerce triangulaire parce que tout simplement, comme on le dit souvent, c'est les Européens qui quittent l'Europe, c'est-à-dire le point de départ, c'est l'Europe. À partir de l'Europe, ils vont venir en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils vont emmener en Afrique? Ils vont venir avec des bateaux chargés de marchandises, qu'on peut qualifier de pacotille. Ces marchandises étaient quoi? Il y avait des tissus, il y avait des armes à feu, il y avait de la poudre, des barres de fer, des miroirs, ainsi de suite. Ce sont ces marchandises-là que les Européens chargeaient dans leurs bateaux et l'amenaient en Afrique. À partir de là, ils l'échangeaient en Afrique contre des esclaves, en grande partie, mais également contre de la matière première ou contre des produits précieux comme l'or, par exemple, ainsi de suite. Et une fois que les Européens ont échangé leurs produits avec des esclaves surtout, ils vont faire encore le trajet à partir de l'océan Atlantique vers le Nouveau Monde, Amérique. Donc, à partir de là, c'est ce qui fait que le circuit qui utilise l'océan Atlantique, c'est la raison pour laquelle souvent vous entendez le terme traite atlantique. C'est ce qui fait qu'ici, le portugais Godinho disait la victoire de la caravelle sur la caravane. Cela signifie qu'à partir de cette période, il y a le déclin du commerce transsaharien et la naissance du commerce transatlantique. La particularité du commerce transsaharien, c'était de parcourir les pistes du Sahara en quittant l'Afrique du Nord et venir en Afrique intérieure échanger avec les populations de l'Afrique noire. C'est ça qu'on appelle le commerce transsaharien. Par contre, le commerce transatlantique ou traite négrière, c'est le commerce des esclaves qui existait entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique à travers l'océan Atlantique. Donc ici, les pistes ont changé. On passait par le désert du Sahara, maintenant on passe par l'océan Atlantique. À partir de l'Amérique, les esclaves sont vendus aux enchères. On vend les esclaves aux enchères. La vente aux enchères signifie quoi? La vente aux enchères, c'était de mettre un produit, par exemple, et il y a une foule de gens qui l'entourent. On dit que, par exemple, voici un esclave robuste et très brave
qui peut vous servir dans les plantations ou dans l'exploitation des mines ou dans l'exploitation des carrières. Cet esclave vaut quel prix, par exemple? Et vous voyez, une personne, il se lève, il propose. Si, par exemple, comme si c'était, on utilisait le dollar ou le franc CFA, il se lève, il dit, je propose $50. Un autre, il se lève, il dit, je propose $60. Un autre, il dit, je propose $100. Un autre, il dit, je propose $200. Maintenant, si personne ne propose, la personne qui avait proposé le dernier prix, l'esclave, lui revient et il paye sur le champ. Il paye sur place. C'est ça qu'on appelle vente aux enseignes. Donc les esclaves sont vendus aux enseignes. Et à partir de l'Amérique, les Européens gagnent beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas cet argent-là qu'ils vont emmener en Europe. Ils vont acheter des produits qu'on va appeler tout simplement des produits tropicaux. Produits tropicaux. Par produits tropicaux, on peut donner l'exemple du tabac, du café, du cacao, et ainsi de suite. Ensuite, ils vont acheter de l'or, du cuivre, tout ce que l'Europe avait besoin comme matière première pour le fonctionnement de son industrie. Et à partir de l'Amérique, ils vont quitter l'Amérique avec des bateaux chargés de produits de qualité et qui coûtaient très cher en Europe. Ils vont retourner en Europe et vendre ces produits-là, chargés encore, venir en Afrique. C'est ça qu'on appelle le mécanisme de la traite négrière matérialisé à travers ce qu'on nous apprend le commerce triangulaire. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, nous allons nous intéresser également de l'évolution de la traite. Comment la traite négrière a évolué? De l'origine, en passant par les mécanismes jusqu'à l'évolution. Nous avions dit tout à l'heure que la traite négrière existait bien avant l'arrivée des Européens, mais l'ampleur que la traite a, c'est avec les Européens. À travers son mécanisme, la traite a évolué, car la traite a duré du 16e au 19e siècle, 300 ans d'esclavage, ou même plus de 300 ans. Il y en a qui parlent de 300 ans et demi d'esclavage. Maintenant, dans cette évolution de la traite négrière, jusqu'à l'abolition en 1848 par Victor Schorcher, mais en réalité, ce sont les Noirs également qui ont contribué à cette abolition de l'esclavage. Donc, les Européens vont créer tout simplement des zones où ils pouvaient garder les esclaves, comme par exemple l'île de Mida ou l'île de Gorée au Sénégal. Maintenant, au début, c'était les rois ou les chefs locaux qui vendaient les esclaves aux Européens. Parce que le commerce des esclaves a connu quand même un processus. Les Européens, ils ne venaient pas pour capturer, ils ne venaient pas prendre directement. Mais puisqu'il existait déjà des esclaves dans la cour des rois, dans la cour de certaines personnalités, ce sont ces personnalités-là, ces chefs locaux-là, qui vendaient les esclaves. Ce qui fait que, d'habitude, les Européens, quand ils venaient avec leurs marchandises, ils le proposaient directement à ces chefs locaux. Et ces chefs locaux, en échange, par exemple, des armes à feu, des miroirs, des barres de fer, et ainsi de suite, ils vont échanger cela contre des esclaves. Et les Européens vont partir avec des esclaves. Jusqu'à ce qu'il y aura la naissance, on va parler de ça dans les conséquences, d'un nouveau type de personnes très riches à partir du commerce des esclaves qu'on va appeler tout simplement les rabatteurs. Donc les Européens vont arriver et il y aura tout simplement la création également ici des compagnies pour se charger du commerce des esclaves. Voilà donc ce qu'il faut comprendre sur la traite négrière, naissance, mécanisme et origine, avant de parler des conséquences de la traite. Donc, la traite a également eu des conséquences. Donc ça, c'est la 5e leçon, par exemple. Conséquences de la traite négrière en Afrique. Conséquences de la traite. Conséquences de la traite en Afrique. Alors, quand on parle de conséquences de la traite en Afrique, la traite négrière est une activité qui a duré du 16e au 19e siècle. C'est le commerce des esclaves, c'est le commerce transatlantique qui a remplacé le commerce transsaharien. Maintenant, cela a des conséquences sur le plan démographique, sur le plan social, sur le plan politique, mais également sur le plan économique pour le continent africain. On ne parle pas encore de conséquences pour l'Europe ou pour l'Amérique, mais des conséquences pour l'Afrique. D'abord. Et parmi les conséquences pour l'Afrique, nous avons ce qu'on appelle des conséquences démographiques. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie qu'on peut vous demander d'expliquer les conséquences démographiques de la traite négrière en Afrique, en composition en devoir.
Si on vous demande d'expliquer les conséquences démographiques de la traite négrière en Afrique, il faut faire focus ou il faut juste insister sur le fait qu'il y a un nombre important d'esclaves qui a été déporté. Déporté, c'est amener quelqu'un par la force. Les esclaves ont été déportés. Donc, environ, selon les estimations, c'est 30 à 60 millions d'esclaves qui ont été déportés. Ça veut dire que 30 à 60 millions de personnes ont été vendues comme esclaves en Amérique. Et là, quand je parle de 30 à 60 millions, c'est les arrivés qui sont fichés et connus. Sans compter les morts par suicide, parce que pour certains également, pour être réduits en esclavage, ils préféraient se suicider que d'être réduits en esclavage. Les morts également dans les guerres organisées, par les rabatteurs pour se procurer des esclaves. Les rabatteurs, c'était des personnes qui étaient chargées d'aller chercher des esclaves lorsque les esclaves ont commencé à manquer. Les Européens avaient l'habitude, comme on le disait, d'armer certains royaumes, de faire en sorte qu'ils entrent en guerre, puisqu'on disait que l'esclave est un produit de guerre ou un enfant abandonné, et à partir de ces guerres, on capture des esclaves. Ces esclaves qu'on capture, on les vend ensuite aux Européens. Dans ces captures, il y avait beaucoup de morts que de captures, lorsque les guerres furent organisées par les Européens ou par les rabatteurs. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez parler des conséquences démographiques de la traite négrière en Afrique, il ne faut pas seulement se limiter aux déportés, c'est-à-dire au nombre d'esclaves qui ont été déportés en Amérique, mais il faut également insister sur les morts par suicide et également les morts durant les guerres qui ont été organisées et même les morts en cours de route. Les morts en cours de route aussi, c'est très important. À cela s'ajoute le vieillissement de la population. Vieillissement de la population. On parle de vieillissement de la population parce que tout simplement, ce que voulaient les Européens, c'était des bras valides, des hommes qui pouvaient travailler, des hommes qui pouvaient servir. Et surtout qu'en Amérique, on les utilisait dans les plantations de canne à sucre, dans les plantations de cacao, de café, de tabac, et ainsi de suite, et dans l'exploitation minière. Alors pour cela, un enfant ne peut pas le faire, une personne invalide ne peut pas le faire, une femme, entre guillemets, invalide ou quelque chose comme ça ne peut pas le faire. Donc il fallait trouver ce qu'on appelle, en termes économiques, la population active. Donc c'est la population active qui pouvait faire ce travail-là, et ce qui fait que les Européens ont pris tout simplement une bonne partie, 30 à 60 millions de ces populations actives. Et que c'est cette population-là qui devrait rester en Afrique pour le développement de l'Afrique. Malheureusement, c'est cette population-là qui a été déportée. Donc c'est la raison pour laquelle non seulement il y a le vieillissement, mais également il faut insister sur le dépeuplement de l'Afrique. Car si 30 à 60 millions de personnes ont été déportées, bien entendu, l'Afrique va se dépeupler. L'Afrique va non seulement perdre sa population jeune, parce que les jeunes sont amenés, excepté juste quelques personnes. Donc la population va vieillir parce qu'ils vont rester que des vieilles. Et à partir de ce moment-là, aussi les taux de fécondité ne sont pas importants. Donc ce qui fait que le renouvellement de la génération était très, très long. Voilà donc les conséquences sur le plan démographique. Au-delà des conséquences démographiques, la traite négrière a eu également des conséquences économiques en Afrique. Alors, première conséquence économique qui est liée aux conséquences démographiques, c'est parce que c'est les bras valides qui sont pris. Les bras valides sont partis. Maintenant, puisque les bras valides sont partis, c'est ce qui devrait rester pour développer l'Afrique. Si vous avez un champ, par exemple, vous avez 10 personnes à la maison, c'est eux qui doivent s'occuper des champs. Vous vous levez un jour, ils sont tous partis à Dakar, l'exode rural. Ils partent à Dakar, mais qui va rester pour travailler les champs? Personne. Donc à partir de ce moment, ceux qui devraient rester pour travailler pour le développement de l'Afrique sont déjà partis. C'est ce qui justifie le retard économique du continent africain. Car pendant cette période, ceux qui devraient travailler l'Afrique ne sont pas là, même si il y a des terres, des potentialités, des ressources en Afrique, mais il y a une désorganisation de l'économie africaine. Et à partir de ce moment, il faut noter également le recul des activités traditionnelles. Le recul des activités traditionnelles.
et surtout dans le domaine agricole. Cela veut dire qu'ici, d'habitude en Afrique, on avait ce qu'on appelle une culture vivrière. Culture vivrière. Cette culture vivrière avait tendance à reculer, la pêche avait à reculer, l'agriculture a reculé, la cueillette a également reculé. Pourquoi? Quand on vous demande pourquoi les activités traditionnelles ont connu un recul pendant la traite négrière, ou sont considérées comme étant conséquences de la traite négrière. Parce que pendant cette partie, les gens ne pouvaient plus sortir parce qu'ils restaient d'être capturés. Si vous allez dans la forêt pour faire la cueillette, ou bien pour aller au champ, vous pouvez être capturé et vous n'allez jamais revoir vos parents ou vos proches. Si vous allez à la mer ou dans les fleuves pour faire la pêche, là également vous pouvez être capturé et là aussi vous n'allez jamais retourner. Donc ce qui fait que pendant cette période, ces activités-là vont reculer à cause de l'insécurité et du manque de main valide. Donc insécurité qui fait que les gens préfèrent rester à la maison que d'aller au champ ou d'aller à la mer pour faire la pêche. Manque de main valide parce que les gens n'ont pas refusé d'aller au champ, mais il n'y a personne pour aller au champ dans la maison. Il n'y a personne pour faire la pêche, il n'y a personne pour faire la cueillette. Même si pendant cette période, les Européens ont inclus ou ont introduit de nouveaux types de cultures comme la culture du tabac, la culture de l'arachide, la culture du manioc. Mais aussi des animaux comme le cheval, le porc, mais également le bœuf qui sont introduits en Afrique. Mais cela ne va pas résoudre le problème car les gens qui devraient travailler ne sont plus là. On note également le recul de l'activité artisanale. Alors, c'est là où le problème avec la consommation locale a commencé. Ça veut dire que lorsque les Européens ont commencé à amener leurs produits en Afrique, les gens ont tendance à laisser les produits locaux et acheter des produits importés. C'est-à-dire des produits qui nous viennent de l'Europe. Donc, voilà, d'une manière générale, ce qu'il faut considérer comme conséquences économiques de la traite négrière en Afrique. Et en dernière partie, on parle de conséquences sur le plan sociopolitique. C'est-à-dire des conséquences politiques, mais également des conséquences sociales. Parmi les conséquences sociales, nous avons ce qu'on appelle le traumatisme moral. C'est-à-dire que les populations sont traumatisées. Parce que tout simplement, ici, il y a la dégradation des mœurs, car si les chefs locaux vendent leur propre sujet, ça veut dire qu'il y a des vertus que l'Afrique a commencé à perdre. Et par rapport à cela, non seulement la dégradation des mœurs, l'insécurité sociale, mais aussi l'exode rural. L'exode. Ou tout simplement l'exode d'une manière générale. Car les populations ont tendance à quitter les zones accessibles et se réfugier vers les zones difficiles d'accès, telles que dans les montagnes, dans les forêts, et ainsi de suite. Et à partir de ce moment, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rois qui pouvaient vendre leurs sujets pour avoir de l'argent ou bien pour avoir des richesses. Ainsi, sur le plan politique, on va voir la naissance de nouveaux riches et de nouveaux pouvoirs. Donc, sur le plan politique, naissance de nouveaux riches et de nouveaux pouvoirs qui vont naître pendant cette période-là. Au-delà de ces riches et de ces pouvoirs, on a également naissance d'États esclavagistes. Ça veut dire qu'il y a des États qui vont naître à cause des richesses gagnées par la traite négrière. Alors que ces richesses-là gagnées par la traite négrière sont des richesses éphémères. Ce sont des richesses qui ne pouvaient pas assurer ou qui ne pouvaient pas garantir le développement économique de l'Afrique. Donc ce qui fait que la traite négrière peut être considérée comme étant l'un des fléaux, l'un des plus grands fléaux que l'Afrique a connu. Et voilà donc pour quelques leçons qu'on avait sélectionnées sur le programme d'histoire pour la synthèse. Il y a certainement les conséquences en Amérique et en Europe. La traite négrière a participé au développement économique de l'Afrique, au développement économique de l'Amérique autant pour moi, mais également au développement économique de l'Europe. Parce qu'en Amérique, ce sont les esclaves qui travaillaient les champs, ce sont les esclaves qui travaillaient les plantations, ce sont les esclaves qui étaient dans les travaux publics, ce qu'on appelle aujourd'hui les travaux publics, dans l'exploitation minière, dans l'exploitation des carrières. Et pour les Européens, ce sont les richesses gagnées à partir de la traite négrière, on verra ça avec la classe de 3e d'ailleurs, les richesses gagnées à partir de la traite négrière qui vont provoquer, qui vont être parmi les facteurs de la révolution industrielle.
Donc, pour vous dire tout simplement que la conséquence, la traite négrière a eu beaucoup de conséquences positives comme négatives en Afrique, positives en Europe. Voilà donc sur le plan de l'histoire quelques leçons. On va voir la géographie. Alors, donc, pour la géographie, nous avons également sélectionné quelques leçons, parmi lesquelles nous avons l'Afrique de l'Ouest, étude de situation. L'Afrique de l'Ouest, étude de situation. Ça veut dire ici qu'on va s'intéresser à étudier la situation de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest de situation, on va essayer de voir en géographie où est-ce qu'est située l'Afrique de l'Ouest dans ce parc. Donc l'Afrique de l'Ouest est située dans la partie occidentale de l'Afrique. Quand on parle de la partie occidentale de l'Afrique, ça veut dire que, comme son nom l'indique, l'Afrique de l'Ouest se situe à l'ouest de l'Afrique. Parmi ses limites géographiques, l'Afrique de l'Ouest est limitée à l'est par le lac Tchad. Les limites, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des frontières. Lac Tchad, mais également les monts Cameroun. Les monts Cameroun. Ici, mont signifie montagne. Les monts Cameroun. Donc, ce sont les monts Cameroun et le lac Tchad qui limitent l'Afrique de l'Ouest à l'est. Au nord, par le Sahara. Nord, c'est le Sahara. Donc, avec la Mauritanie, qu'on appelle le Maghreb. Au sud et à l'ouest, sud et ouest par l'océan Atlantique. Donc l'Afrique de l'Ouest a une bonne ouverture sur l'océan Atlantique. Voilà ce qu'on appelle les limites géographiques. C'est-à-dire, quand on vous demande, il faut faire la différence. Si on vous demande de faire la situation de l'Afrique de l'Ouest par les limites géographiques, il faut donner les limites de l'Afrique, les frontières, les points. Maintenant, il y a aussi une autre manière de faire la situation. C'est de faire la situation par ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. Coordonnées géographiques. Maintenant, les coordonnées géographiques de l'Afrique, par coordonnées géographiques, il faut entendre la latitude et la longitude. La latitude, c'est la distance d'un point de la Terre par rapport à l'équateur. Par exemple, quand on a ça, si on a le globe terrestre, divisé en deux parties, par une ligne imaginaire qu'on appelle l'équateur. Cette ligne-là, au milieu, est appelée l'équateur. Voici le nord, le sud, est, ouest. Maintenant, quand on dit la latitude, c'est la distance, par exemple, entre ce point A et l'équateur qu'on appelle latitude. Si c'est longitude, donc on peut avoir de latitude nord ou bien de latitude sud. Si c'est longitude, on a longitude est ou longitude ouest. La longitude, c'est la distance entre un point de la Terre et le méridien central de part et d'autre. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on va voir quelles sont les coordonnées. Donc l'Afrique se situe entre 5 degrés et 25 degrés de latitude nord. Donc 5 degrés et 25 degrés de latitude nord. Ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest se situe au nord de l'Afrique. Au nord et à l'ouest de l'Afrique, on peut dire, sur cette partie-là du globe. Et en 17 degrés 30 et 15 degrés de longitude. Donc voici la longitude de l'Afrique. Donc si on vous demande de donner les coordonnées géographiques de l'Afrique, c'est ça qu'il faut donner. Si on vous demande de donner les limites, c'est ça qu'il faut donner. C'est bon? Alors maintenant, il faut aussi parler en Afrique de l'Ouest des divers ensembles. Déjà, l'Afrique de l'Ouest est divisée en 16 États, parmi lesquels le Sénégal, parmi lesquels la Mauritanie, parmi lesquels la Gambie, ainsi de suite.
Donc tous ces pays-là sont des pays de l'Afrique de l'Ouest avec leur capitale, avec leur monnaie, avec leur langue officielle. Ça, vous avez le tableau déjà en classe, il faut revoir ce tableau. Et quand il faut apprendre le tableau, il faut savoir, dans chaque pays, par exemple, le Sénégal, quelle est la capitale du Sénégal? C'est Dakar. Au Sénégal, quelle est la langue officielle? C'est le français. Il faut faire la différence entre langue officielle et langue nationale. La langue officielle, c'est la langue de l'administration. C'est la langue qui est parlée dans le milieu du travail. C'est la langue que nous utilisons pour véhiculer des enseignements, c'est-à-dire la langue de l'éducation. Alors que les langues nationales, le Wolof, le Diola, le Mandjak, le Serer, le Bambara, et ainsi de suite, sont des langues nationales. Donc, il faut faire la différence. Et la monnaie, donc en Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui utilisent le franc CFA, il y a des pays qui utilisent leur propre monnaie. Par exemple, le Nigeria utilise sa propre monnaie, la Guinée utilise sa propre monnaie, la Guinée-Bissau est une ancienne colonie française mais qui utilise le français, un ancien colonie portugais mais qui utilise le franc CFA, c'est-à-dire ainsi de suite. Donc ça aussi, il faut retenir ces éléments-là. Donc, l'Afrique de l'Ouest est divisée en deux ensembles. Ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest humide, l'Afrique de l'Ouest humide. Et quand on parle de l'Afrique de l'Ouest humide, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est caractérisée par une abondance en pluie, c'est-à-dire la pluviométrie est importante. Et la pluviométrie importante impacte sur ce qu'on appelle la forêt, l'existence de forêts denses. Et une autre partie, c'est l'Afrique occidentale sahélienne. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest également, c'est la même chose que l'Afrique occidentale. L'Afrique occidentale sahélienne. L'Afrique occidentale sahélienne qui se situe au nord en bordure du Sahara. Au nord en bordure du Sahara. Se situe au nord en bordure du Sahara, caractérisé par de fortes températures, mais également par des pluies avec des saisons courtes, mais souvent irrégulières. Ça veut dire que les saisons sont irrégulières en Afrique. L'Afrique de l'Ouest occupe aussi une zone stratégique, sa position, car elle a une ouverture sur l'océan Atlantique. Maintenant, puisqu'elle a une ouverture sur l'océan Atlantique, cela lui confère ce qu'on appelle sa position de Finistère dans l'extrême ouest de l'Afrique. C'est également une zone de convergence de différentes civilisations. Convergence de civilisations. Et la superficie de l'Afrique de l'Ouest est de 6 140 000 km², soit le 5e du continent africain. 6 140 000 km², la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique de l'Ouest qui a une sortie. À partir de l'Afrique de l'Ouest, on peut facilement voyager à travers l'océan Atlantique vers l'Amérique. On peut également facilement voyager à travers l'océan Atlantique vers l'Europe. L'Afrique de l'Ouest a également vu naître les anciens royaumes tels que le royaume du Songhai, le royaume du Mali, ainsi de suite, et le royaume du Ghana, ou l'empire du Ghana tout simplement. Alors nous allons voir les problèmes de développement en Afrique de l'Ouest. Les problèmes de développement. Alors, quand on parle de problèmes de développement en Afrique de l'Ouest, il faut comprendre que l'Afrique de l'Ouest a une position géographique très importante. Il possède également des atouts, mais malgré sa position et ses atouts, il y a également des difficultés qu'on rencontre en Afrique. C'est la raison pour laquelle on parle de problèmes de développement. C'est-à-dire qu'on se demande, mais pourquoi l'Afrique a une position stratégique? L'Afrique de l'Ouest, je parle, a une position stratégique. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest a des atouts? Pourquoi en Afrique de l'Ouest il y a une abondance de ressources? Et pourtant l'Afrique de l'Ouest est toujours un espace ou une région sous-développée. Donc, cela est dû à plusieurs éléments, surtout face aux enjeux de la mondialisation. Donc, ce qui fait que nous allons essayer de voir quelles sont les contraintes au développement de l'Afrique de l'Ouest. Contraintes au développement. Les contraintes au développement de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, quels sont les problèmes ou les éléments qui entravent le développement de l'Afrique de l'Ouest.
Les contraintes sont multiples, parmi lesquelles on peut dire par exemple les contraintes naturelles. Ça veut dire que le retard de l'Afrique est dû à des aspects naturels, par exemple, on peut dire. Ça veut dire que nous avons un climat favorable, nous avons des réseaux hydrographiques abondants, mais également nous avons des sols favorables à l'agriculture. Et pourtant, l'Afrique de l'Ouest est toujours sous-développée. Pourquoi? Parce que sur le plan, par exemple, naturel, malgré les réseaux hydrographiques qui sont importants, malgré le climat également qui est un climat tempéré bon à vivre, malgré les ressources qu'on peut tirer du sol, au moins dans le sol, qui sont très importantes, les possibilités de faire l'agriculture, cela veut dire que sur le plan du climat, par exemple, trop humide, cela n'arrange pas l'Afrique. Parce que trop humide, ça crée des précipitations. Les précipitations peuvent créer des inondations. Et on sait qu'avec les inondations, dans les eaux stagnantes, c'est là où les moustiques vivent, et surtout l'anopheles. Et à partir de là, il y aura le paludisme, les maladies et les maladies infectieuses. Donc, c'est ce qui fait que, parmi les contraintes naturelles, nous avons le climat qui est favorable certes à l'agriculture et à l'élevage, mais peut poser des maladies comme le paludisme, des inondations. L'autre aspect également est que trop sec aussi ne nous arrange pas, car trop sec ne facilite pas la vie dans cet espace de l'Afrique de l'Ouest. À cela s'ajoutent les problèmes de sécheresse, les problèmes d'aridité, les problèmes de salinisation des terres, les problèmes de désertification, qui ne peuvent pas faire en sorte que l'agriculture se développe. Donc voilà ce qu'il faut comprendre sur cela. Ensuite, toujours par rapport aux problèmes. Après les problèmes naturels, nous avons aussi des contraintes socio-démographiques. Quand on parle de contraintes socio-démographiques, ici on peut faire focus, ils sont liés par une rapide essor démographique, le boom démographique, c'est-à-dire la population qui augmente très vite parce que le taux de fécondité est très important. Donc avec un taux de fécondité élevé, 60% de la population de l'Afrique de l'Ouest a moins de 20 ans. 60% de la population. Moins de 20 ans. Alors, en quoi cela peut poser un problème? Parce que parfois, on dit que la population jeune est un avantage pour un État. Mais s'il travaille, c'est-à-dire si la population travaille, si elle travaille. Mais si la population ne travaille pas, ça devient un fardeau. Ça veut dire que là où c'est eux qui devraient servir la nation, c'est la nation qui les sert. Parce que si vous êtes dans la maison, vous devrez aller travailler pour apporter de quoi manger, vous restez à la maison, on vous apporte à manger, ça veut dire que la famille ne gagne pas. C'est vous qui gagnez. Et cela ne fait pas développer une famille. Donc cela ne va pas faire développer l'Afrique. Il y a aussi, sur le plan socio-démographique également, la mauvaise répartition de la population. Donc la mauvaise répartition de la population, ça veut dire qu'en Afrique de l'Ouest, la population n'est pas bien répartie. On peut voir des zones qui sont très peuplées, surtout dans les régions du Golfe de Guinée, mais également des zones qui sont faiblement peuplées, qui sont causées à l'exode rural et aux mauvaises conditions climatiques dans les États sahéliens. C'est-à-dire que l'exode rural ou l'exode tout simplement, le déplacement des populations des zones moins développées vers les zones les plus développées, mais aussi par rapport aux conditions climatiques qui ne permettent pas d'avoir une vie normale dans certaines zones, fait que dans ces zones-là, ce sont des zones qui ne sont pas bien peuplées au détriment des pays du Golfe de Guinée. Nous avons aussi des problèmes économiques. L'Afrique de l'Ouest a également des problèmes économiques qui sont parmi les contraintes du développement de l'Afrique. Sur le plan économique, on peut dire d'abord sur le plan agricole, car 70% de la population active en Afrique de l'Ouest travaille dans l'agriculture. Mais cette agriculture est une agriculture à faible industrialisation. Puisque c'est une agriculture à faible industrialisation, la mécanisation de l'agriculture coûte cher. Alors que les populations, les paysans qui travaillent dans cette agriculture n'ont pas de moyens pour se procurer les machines qui vont leur permettre de faire une agriculture mécanisée afin de cultiver des hectares.
Donc, il ne compte que sur la main-d'œuvre locale avec des outils rudimentaires, mais également avec des techniques qui sont dépassées, des techniques archaïques. À cela, il faut également noter les problèmes que cela peut créer, qu'on appelle les problèmes d'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest, à l'exemple du Sénégal, le riz, par exemple, le Sénégal pouvait bel et bien avoir une autosuffisance en riz, mais malheureusement, nous ne l'avons pas, parce que les cultivateurs qui sont dans le Wallo et qui cultivent le riz au niveau de la vallée n'ont pas assez de moyens. Et pourtant, ça pouvait être très facile, car il y a la vallée du fleuve Sénégal, il y a le fleuve Gambie, le fleuve Casamance, le fleuve du Sine-Saloum. Donc, dans tous ces fleuves-là, on pouvait bel et bien développer le développement de la culture du riz, mais ce sont les moyens qui posent problème, souvent. Donc, ce qui va nous permettre de parler des problèmes industriels. Même s'il y a les ressources sont là, la matière première est là, mais le problème c'est la technique. Nous n'avons pas les moyens techniques et les moyens financiers. Le problème technique et financier fait qu'il y a des problèmes sur le plan industriel, il y a des contraintes industrielles. Donc là aussi, il faut le souligner. Et enfin, il y a aussi des problèmes sur les échanges. Donc, il y a faible essence, et ça jusqu'à aujourd'hui, entre les pays, faible échange intra-africain. C'est-à-dire, entre les pays africains, les échanges sont faibles. Là où, par exemple, si le Mali, par exemple, cultive du riz, le Sénégal devrait aller se procurer du riz malien, et ainsi de suite. Et ce que le Sénégal a besoin, il va le fournir. Il va le chercher au Mali, ce que le Mali a besoin, il va venir le chercher au Sénégal. Et donc, cela peut développer tout simplement les relations commerciales entre le Mali et le Sénégal. Et 4, sur le plan politique. Voilà, donc, il y a également des problèmes sur le plan politique. Et par rapport aux problèmes politiques, les problèmes qui sont plus notés, c'est la balkanisation de l'Afrique de l'Ouest. La balkanisation, c'est tout simplement la division de l'Afrique de l'Ouest en plusieurs États. Donc, l'Afrique est balkanisée, ça ce sont des problèmes politiques. Au-delà de la balkanisation en 16 États, il y a des micro-États à l'image de la Gambie, du Togo, et également des États vastes ou géants, à l'image du Nigeria par exemple. Mais aussi, il y a des États qui sont enclavés comme le Mali, le Burkina Faso. Donc, en Afrique, à travers la balkanisation, il y a des États qu'on appelle des micro-États. Il y a aussi des États qui sont très vastes comme la Mauritanie, le Mali ou le Nigeria. Il y a aussi des États qui sont enclavés comme le Burkina et le Mali. Il y a également les problèmes de malgouvernance sur le plan politique qui causent également un problème. À cela s'ajoutent les problèmes d'instabilité politique, les guerres civiles et ce qui est très récent que vous voyez et que vous entendez dans l'actualité, les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Donc ce qui fait que voilà d'une manière générale les problèmes politiques qu'on pouvait recenser sur le plan des contraintes de développement de l'Afrique de l'Ouest. Car ces problèmes-là, que ce soit politique, économique, socio-démographique, ce sont des problèmes qui freinent le développement de l'Afrique. Et on peut également s'intéresser sur l'évaluation des politiques de développement. C'est-à-dire que, est-ce que les Africains ont fait des politiques de développement? Politiques de développement. Alors, parmi les politiques de développement, on peut tout simplement entendre la mise en place d'organismes ou la mise en place de structures pour lutter contre quelque chose, comme par exemple les États qui ont fait preuve de volonté pour essayer de résoudre les problèmes qui sont des arrêts chancés en Afrique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan environnemental ou même sur le plan économique, comme la mise en place du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILSS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, avec la sécheresse qui avait eu lieu dans le Sahel. L'objectif du CILS, c'est tout simplement de lutter contre la sous-alimentation, c'est-à-dire de faire en sorte d'instaurer une sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, lutter contre la pauvreté, mais également la dégradation de l'environnement. Donc, on met en place des structures qui vont permettre de lutter contre quelque chose. Donc ici, la pauvreté, la dégradation de l'environnement, mais également assurer la sécurité alimentaire. Il y a aussi, sur le plan économique et politique, la CEDEAO et l'UEMOA. Donc pour essayer tout simplement
de régler les problèmes politiques qui existent en Afrique. Par exemple, la CEDEAO, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO sort un communiqué, où la CEDEAO intervient, où la CEDEAO en tout cas se manifeste, même si parfois les manifestations sont polémiques. Mais l'objectif de la CEDEAO, c'est de pouvoir apporter des solutions économiques et politiques pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour l'UEMOA, sur le plan économique, c'est la raison pour laquelle, même s'il n'y a pas une unité monétaire en Afrique de l'Ouest d'une manière générale, il y a une faible unité monétaire quand même, surtout dans la zone UEMOA, dans les zones qui utilisent le franc CFA. Donc la CEDEAO, elle est là aussi pour régler les conflits, mais également qui sont appuyés par certains organismes internationaux. Et l'UEMOA, par exemple, est appuyé par des organismes comme le Fonds monétaire international, FMI. Donc, après cela, il y a aussi, pour régler les questions de l'eau en Afrique de l'Ouest, OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, pour essayer tout simplement de résoudre les questions qui sont liées à l'eau. Par exemple, OMVS, pour régler les problèmes qui sont liés surtout par rapport au fleuve Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie. Et souvent par rapport aux accords de pêche, vous entendez qu'il y a des accrochages souvent entre pêcheurs du Sénégal, plus particulièrement de Saint-Louis, et pêcheurs de la Mauritanie, ainsi de suite. Mais aussi la mise en valeur de ces fleuves dans le cadre de l'installation de barrages hydroélectriques. Alors après cela, on va s'intéresser aux problèmes d'intégration en Afrique de l'Ouest. Problème d'intégration. Alors, pour les problèmes d'intégration, le processus de mondialisation a enclenché le regroupement des États. C'est-à-dire que quand on parle de la mondialisation, suppression des frontières, l'internationalisation des commerces, ainsi de suite, cela va faire en sorte qu'à l'image de l'Union européenne, à l'image de l'ALENA, des États de l'Amérique ou des États de l'Asie du Nord, les États africains ou l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale vont également essayer d'appliquer ce qu'on appelle des politiques d'intégration. Alors, l'intégration veut dire quoi? L'intégration est un système dans lequel deux ou plusieurs États mettent en place une organisation. Donc, l'intégration est un système dans lequel deux ou plusieurs États mettent en place des organisations dans le but de coopérer, de s'entraider. C'est la raison pour laquelle souvent on parle de coopération, que ce soit la coopération bilatérale ou la coopération multilatérale. Mais les États, ils vont assurer une coopération économique, la coopération peut être politique, la coopération peut également être sociale. Maintenant, parmi cela, les États vont mettre en place des organismes qui vont viser à mettre en valeur le potentiel des cours d'eau, donc mettre en valeur le potentiel des cours d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'intégration, en intégrant les pays qui longent le fleuve Sénégal à travers l'OMVS et OMVG. Pour la mise en œuvre des ressources en eau. Maintenant, pour mettre en valeur également, ou pour la réalisation de l'intégration économique à travers un système monétaire commun, les États de l'Afrique de l'Ouest ont mis en place la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Donc, c'est ce qui fait qu'ici, ces systèmes sont un enjeu majeur pour les pays de l'Afrique, surtout sur le développement, s'il y a toutefois des défis à relever. Et parmi ces défis-là qu'il faut relever, les États africains vont être appuyés, les États de l'Afrique de l'Ouest en particulier, par des organismes internationaux dans leur effort d'intégration. Parce qu'il y a quand même s'il n'y a pas une relative intégration, il y a quand même des efforts qui sont consentis en Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle ces États sont aidés souvent par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Ils sont aidés par le programme
des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, quand on vous demande également en devoir en composition de donner la signification des sigles. PNUE signifie Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il y a également le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et en dernier, il y a aussi le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui appuie souvent les pays africains, les pays de l'Afrique de l'Ouest à aller vers le développement. Donc ça, c'est le constat. Maintenant, après ce constat, il y a des problèmes d'intégration en Afrique de l'Ouest. Maintenant, parmi ces problèmes d'intégration en Afrique de l'Ouest, on peut citer la balkanisation, on avait parlé de ça. Alors, la balkanisation fait partie des problèmes d'intégration en Afrique. Ça veut dire que le fait que l'Afrique de l'Ouest est divisée en petits États, en 16 États, l'Afrique de l'Ouest. Si l'Afrique de l'Ouest était une seule entité, là, ça pourrait être un avantage pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle le projet sur la monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest est un projet vraiment qui peut soulager l'Afrique sur le plan économique, mais également sur le plan politique. Si toutefois, en Afrique, on parvient à avoir une monnaie unique, là, vous pouvez circuler librement sans pour autant avoir des difficultés avec la monnaie et autres. Vous avez, à partir du Sénégal, vous avez votre argent, vous voyagez en Mauritanie, en Gambie ou tout simplement au Nigeria, vous n'avez pas de difficultés pour échanger votre monnaie. Donc, au-delà de la balkanisation, nous avons également des instabilités politiques. Instabilité politique. Instabilité politique. Au-delà de l'instabilité politique, nous avons également le non-respect et les problèmes d'application des accords. Ça aussi, ça cause problème en Afrique de l'Ouest. Non seulement la balkanisation, l'instabilité politique, les coups d'État que nous avons parlé tout à l'heure, le non-respect et les problèmes d'application des accords. Ça veut dire que souvent, les accords ne sont pas respectés ou souvent on rencontre des difficultés pour appliquer ces accords. Et cela est lié tout simplement au manque de moyens, mais également à la faiblesse, au manque de pouvoir des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on peut citer, comme je l'ai dit tout à l'heure, manque de moyens financiers, manque de moyens financiers. Et puisqu'on parle de manque de moyens financiers, ça veut dire que souvent, on va réaliser des projets. Mais les projets qu'on veut réaliser nécessitent un financement. Et l'Afrique n'a pas ces ressources financières-là pour réaliser ces projets. Nous avons également des difficultés de circulation des personnes et des biens. C'est-à-dire que souvent, vous entendez les gens vous disent que les problèmes africains, il est très difficile de traverser dans les frontières africaines. Et non seulement les personnes rencontrent des difficultés pour traverser les frontières, encore moins quand vous avez de la marchandise. Là aussi, vous pouvez rencontrer des difficultés pour faire traverser ces frontières. Et en dernière partie, la fragilité des économies qui dépendent de l'aide au développement. Donc, les économies africaines dépendent en grande partie de l'aide au développement ou de l'aide des pays développés. Et ça aussi, c'est un problème à souligner par rapport au problème de développement. Et enfin, nous avons la portée et les limites des expériences d'intégration. Ça veut dire que, sur le plan de l'intégration, quelle est la portée de l'intégration en Afrique? Quels sont les problèmes qu'on rencontre souvent? Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a diverses tentatives, mais ces tentatives-là, certains sont réussis, d'autres n'ont pas réussi. Les pays africains ont permis de mettre en place un système monétaire, même s'il ne regroupe pas tous les États, quand même dans la zone CFA, ce qu'on appelle la réalisation d'une relative unité. Mais sur le plan politique, il n'y a presque pas d'unité. Les expériences d'intégration sur le plan politique, c'était la Fédération du Mali, c'était la Sénégambie, c'était l'UMOA, mais toutes ces stratégies-là sont soldées à des échecs. Donc, mais on constate que l'intégration est quand même une voie obligée pour le développement de l'Afrique. Donc, il faut nécessairement que les pays africains pensent à l'intégration de l'Afrique, notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà ce qu'on pouvait proposer en termes de révision pour le programme de 4e en histoire-géographie. Ces élèves et amis abonnés de la plateforme École au Sénégal, je vous souhaite bonne chance pour les compositions et pour la semaine des débats. Merci beaucoup.